bienvenue sur ce webinaire Yubico consacré à la fonction PIV ou Smart Card avec une YubiKey et plus particulièrement pour ouvrir une session Windows. Donc, je m'appelle Dorian Delorme, je suis ingénieur avant-vente pour Infinigate qui est le distributeur exclusif de Yubico en France. Donc, je vais commencer rapidement par un rappel concernant les termes de multifacteur et de passwordless. Donc, un multifacteur ou deux second facteurs est une combinaison de ce que je sais, à savoir un mot de passe ou un code PIN, par exemple, ce que j'ai, une YubiKey, un téléphone, ou alors ce que je suis. Et là, on va parler du monde de la biométrie, donc que ce soit avec la rétine, l'empreinte, la reconnaissance faciale, etc. Donc, un second facteur est une combinaison de l'un de ces deux facteurs, enfin de ces trois facteurs. Donc ici, je ne vais pas refaire tout l'overview technique du YubiKey. Donc je considère que c'est à peu près acquis. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller à soit nous contacter directement à Infinigate, soit aller sur la chaîne YouTube d'Infinigate, où il y a plusieurs vidéos de Yubico qui sont consacrées justement à l'overview technique des YubiKey. Donc je vais entrer directement sur l'expérience utilisateur qu'offrent les différents protocoles qui sont présents sur la YubiKey. Donc, je vais commencer par FIDO2. Donc, l'expérience utilisateur qu'on va avoir avec FIDO2, ça va être qu'on va brancher une clé et entrer un code PIN, et on sera logué. Donc, on a cette notion de passwordless. Ou alors, avec les clés biométriques, on a également la possibilité d'entrer la clé et d'entrer directement son empreinte à la place d'un code PIN. Donc, on peut être aussi pinless, donc ne plus rien avoir du tout à se souvenir en mode FIDO2. En mode FIDO I2F, qui était la première version de FIDO, en termes d'expérience utilisateur, on va être sur un login mot de passe et on appuie sur la clé pour faire la vérification FIDO. Donc, on n'est pas en passwordless. Le premier facteur étant ce que je sais. On a le mode Smart Card qui était finalement la première forme de passwordless et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans ce webinaire. Donc, l'expérience utilisateur va être un petit peu similaire à celle de FIDO2, c'est-à-dire qu'on va venir brancher la clé. On va venir entrer un code PIN et de cette manière-là, on sera logué sur l'environnement sur lequel on est en train de se connecter. Par rapport à l'OTP, l'expérience utilisateur, la plupart du temps, c'est qu'on entre un login mot de passe et ensuite l'OTP. Et c'est à peu près la même chose également pour la variante qui est Yubico OTP. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie Smart Card, donc cette partie certificat qui est le standard du NIST des années 90 et qui est toujours aujourd'hui d'actualité, et notamment dans les environnements soit legacy, soit on-premise. Donc la transition vers le passwordless va se faire à travers trois formes possibles, soit à travers la biométrie avec FIDO ou le code PIN avec FIDO, ou bien avec la fonction Smart Card avec le code PIN uniquement, puisque la biométrie n'avait pas été pensée à l'époque par le NIST. Donc en mode Smart Card, on aura simplement la possibilité d'entrer un code PIN entre 6 et 8 caractères numériques uniquement. Donc, concernant le standard du PIV, c'est le Personal Identity Verification. C'est une norme américaine et plus spécifiquement une spécification du NIST qui décrit en fait les détails techniques que doivent avoir les solutions, les plateformes qui vont venir exploiter cette partie PIV. Et notamment dans cette spécification, on va retrouver la liste des algorithmes qui sont autorisés, sachant que, par exemple, le standard du NIST n'a prévu une utilisation RSA que ne supportant une clé que jusqu'à 2048 bits. Le CDSA également jusqu'à P384 et SHA-256 pour les contrôles. On va fonctionner avec la carte d'interface, la API classique. Et on va également avoir ces termes de key management qu'on retrouve dans le standard du NIST, qui sont des clés un petit peu spéciales, principalement utilisées pour effectuer les dérivations des clés asymétriques, et également pour gérer les cycles de vie des clés. Ces smart cards contiennent ce qu'on appelle des slots, et chacun de ces slots va
posséder va venir stocker une paire de clés, donc public-privé, sachant que, bien sûr, la YubiKey appartenant à l'utilisateur va, elle, surtout stocker la clé privée, alors que le serveur, lui, n'aura que votre clé publique. Concernant ces slots, si on parle des YubiKey, la YubiKey peut accueillir jusqu'à 4 slots actifs et plusieurs autres slots que l'on appelle retired slots, que j'expliquerai un petit peu après. Donc, potentiellement, on peut avoir jusqu'à 4 certificats actifs à la fois, donc 4 identités différentes en certificat sur une seule YubiKey. Concernant ces fameux slots, donc ils sont notés 9A, 9C, 9D, 9E, F9 et 82-95, et ils sont nommés. À savoir que ces nommages sont à titre plutôt indicatif. Donc le 9A est le slot, par exemple, qui s'enrôle lorsque vous faites l'ouverture de session Windows par certificat. Donc c'est ce qui est utilisé par défaut. On a aussi d'autres slots qui sont nommés pour la signature, par exemple, puisque bien sûr, avec de la smart card, on peut faire de la signature. On peut faire ce qu'on appelle de la card authentication, c'est-à-dire de l'ouverture physique, et la fameuse key management également. À savoir que ces slots sont à titre indicatif, parce que par exemple, si vous enrôlez 2 certificats pour ouvrir des sessions Windows sur une YubiKey, eh bien, le second certificat n'ira pas écraser, en tout cas, vous pouvez ne pas écraser le premier slot qui est le 9A, et venir vous enrôler sur un autre slot comme celui de la signature digitale, Digital Signature, le 9C, pour venir accueillir une deuxième authentification, même si le slot s'appelle Digital Signature. On a également un slot spécial 9F qui est Key Attestation que vous n'aurez pas à manipuler, qui est là pour vérifier qu'il s'agit bien que c'est bien une YubiKey qui vient se connecter. Donc chaque YubiKey a sa propre clé d'attestation. Et les slots 82-95 qui sont ce que l'on appelle des retired slots. C'est-à-dire que lorsque des certificats sont écrasés ou lorsqu'il y a une expiration de certificat et renouvellement, eh bien, tous ces anciens certificats sont stockés dans les retired slots, ou alors quand tous vos slots actifs sont utilisés, les nouveaux certificats enrôlés arriveront dans les retired slots. Donc, ces retired slots peuvent accueillir des certificats dits actifs, mais qui auront des restrictions en termes de rôle, et donc on ne pourra pas faire autant de choses que ce que l'on ferait sur des slots actifs. Par exemple, une authentification RDP ne sera pas possible sur des certificats stockés sur ces retired slots. Donc on peut stocker jusqu'à 4 certificats sur ces slots 82-95. Concernant l'authentification donc en entreprise, il faut savoir que la plupart du temps, lorsque l'on utilise de la smart card pour ouvrir une session Windows, c'est parce que l'on est sur un Active Directory on-premise, ou alors que l'on possède un Azure AD, peut-être en AD Connect, mais le prérequis est que les postes soient au minimum hybrides Azure AD Join si vous souhaitez faire du FIDO2 pour ouvrir une session, et que les postes soient Windows 10. Si vous n'avez pas ces prérequis, par défaut, il est plus commode donc, de s'orienter vers la partie smart card. Donc l'idée, c'est que chacun des employés a sa propre YubiKey et va pouvoir venir, grâce à l'Active Directory on-premise et au service de certificat, donc l'ADCS de Microsoft fait très bien l'affaire, et bien venir s'authentifier en smart card sur ces différentes plateformes. Donc on va parler bien sûr de l'ouverture du PC, Windows. On peut également accéder à son client VPN via les certificats. Donc là, bien sûr, on vérifie, on a la plupart du temps au cas par cas, si les éditeurs ont prévu cette fonction. Mais le certificat est le mode d'authentification aujourd'hui qui est le plus présent chez les éditeurs VPN. Donc la plupart du temps, ça peut fonctionner. Après, évidemment, si on peut faire du FIDO2 avec la solution VPN, autant partir sur du FIDO2 parce que voilà, il y aura plus cette partie gestion de certificats à traiter puisque la FIDO2 n'a pas besoin de PKI pour fonctionner. Et enfin, toutes les plateformes tierces, donc qui peuvent être des Privileged Access Servers, des accès RDP, des bastions, tout ceci, encore une fois, au cas par cas, selon ce que les éditeurs ont prévu, mais on pourra venir effectuer la plupart du temps une connexion par certificat à ces environnements.
Donc, l'idée, c'est qu'avec une YubiKey, on puisse arriver à faire tous ces cas d'usage. Donc, les cas d'usage que l'on va retrouver, donc, ça va être le login. Et l'avantage qu'on aura de la smart card par rapport à FIDO2 pour une session, c'est que la smart card va supporter des environnements un petit peu plus legacy, comme par exemple des Windows 7. On peut parfaitement faire de l'ouverture de session smart card sur du Windows 7. Et on a également, lié à l'ouverture de session, la problématique des postes partagés, qu'on retrouve par exemple dans le secteur public, dans l'éducation, dans la santé également, par exemple des brigades d'infirmiers qui se connectent au PC du secteur. Eh bien, ces cas d'usage, on sait les adresser d'une manière assez simple. Hein, si je parle des certificats, l'idée, si je prends l'exemple des infirmiers, c'est que même si tous les infirmiers se connectent à la session générique infirmier, chacun de ces infirmiers en amont aura sa propre YubiKey avec son propre code PIN. Donc derrière, en termes de log et en termes de traçabilité, on aura toujours cette session infirmier qui sera unique, même si on identifiera le certificat. Mais en amont, chacun aura eu sa propre identification avec son propre code PIN pour venir se connecter. Sans parler du fait, du coup, de ce que ça implique, c'est-à-dire que le mot de passe commun de la session n'aura plus à être partagé avec ces personnes puisqu'il ne sera plus utile. On a donc également le cas du VPN que j'ai expliqué, le RDP. Donc ça, c'est un autre avantage de la smart card, c'est que Microsoft a un certain background avec ce protocole, et donc, au fil du temps, a pu faire des itérations en termes de fonctionnalités, et notamment le fait que, désormais, sur RDP, quand vous ouvrez une fenêtre RDP et que vous branchez une carte à puce, et bien nativement, Microsoft va vous proposer de vous authentifier avec ces certificats pour effectuer votre connexion RDP. De la même manière pour le VDI, hein, si je ne prends l'exemple que de Citrix, Citrix supporte depuis très longtemps l'authentification par carte à puce. Les password managers, donc là, au cas par cas, certains savent faire du FIDO, d'autres savent faire de la carte à puce, d'autres de l'OTP. Là, il n'y a pas de réponse universelle, mais c'est l'un des cas d'usage que l'on trouve, et ça reste l'une des méthodes les plus sécurisées pour effectuer une connexion aussi critique qu'un gestionnaire de mot de passe. Connexion au site web, aux web services. Alors, c'est quelque chose de plus rare si on parle d'applications SaaS publiques, entre guillemets. Par contre, c'est quelque chose qui est assez fréquent sur des intranets, par exemple, ou sur des applications métiers en interne. On peut facilement voir parfois des authentifications possibles en carte à puce, donc ça peut être l'un des cas d'usage. Et enfin, donc évidemment, les protocoles SMIME. Par rapport au provisioning, c'est l'un des autres avantages de la smart card, c'est que on va avoir plusieurs modes possibles en fonction de ce que l'on recherche dans la balance entre la sécurité et l'expérience. On va avoir ce qui est le plus commode pour les administrateurs, qui s'appelle le self-enrollment. Là, de la même manière, en fait, pour vous épargner du temps, ou pour épargner du temps aux administrateurs IT de la boîte en question, on va pouvoir venir paramétrer dans les GPO de Windows, donc c'est encore l'un des avantages d'avoir des antécédents avec la smart card, qui va être de pouvoir pousser le modèle de certificat que l'on aura configuré pour ouvrir une session Windows, venir le pousser sur les sessions utilisateurs. Donc l'idée, c'est qu'on va voir apparaître dans la barre des tâches un petit onglet en forme de certificat sur la session d'utilisateur. L'utilisateur va cliquer dessus, suivant, il va venir brancher sa clé entrée son code PIN, et il sera enrôlé de cette manière-là. Donc l'avantage principal, bien sûr, c'est qu'ici, on n'a pas besoin de faire intervenir l'administrateur, donc on va s'épargner du temps homme et on va optimiser les process. L'autre méthode plus traditionnelle, on va dire, c'est la méthode on behalf, c'est-à-dire enrôler à la place de l'utilisateur les clés, donc l'administrateur le fait. Donc là, c'est une machine qui va être dédiée à l'enrôlement des clés. Donc on va venir se connecter très classiquement à la MMC, venir faire une requête CSR au nom de la session utilisateur et venir donc inscrire la clé avec le certificat utilisateur et ensuite donner la clé à l'utilisateur. Et on peut également, troisième méthode, si c'est implémenté ou si c'est une demande, Yubico est parfaitement compatible avec des CMS, des Card Management System, car Yubico propose et a implémenté les protocoles, donc les Secure Channel Protocol, donc les SCP-03, pour venir faire de management à distance des certificats des clés. Donc on a les trois options possibles,
sachant qu'on n'est pas arrêté sur une seule option. On peut parfaitement, par exemple, partir pour des utilisateurs lambda sur l'utilisation du self-enrollment pour des personnes non critiques ou moyennement critiques, et par contre, pour les personnes un peu plus importantes, un peu plus critiques, partir sur le on behalf, donc c'est-à-dire que le process sera géré par les administrateurs. Donc on peut faire un panache de ces méthodes, ça ne pose aucun problème techniquement. Donc voilà pour la rapide présentation du mode Smart Card pour ouvrir une session avec Windows. Donc je vais passer directement à la démonstration pour montrer à quoi ressemblent ces authentifications. Donc pour ouvrir une session Smart Card, on n'a pas besoin d'une architecture très complexe. On va simplement avoir besoin, ici j'ai 3 VM. J'ai une VM ADCS, donc le service de certificat Microsoft, c'est-à-dire sa PKI. Un Active Directory configuré très très classiquement, il n'y a vraiment aucune customisation. Et un Windows 10. Donc l'idée ici, c'est qu'un utilisateur va arriver le matin et n'aura plus de mot de passe à retenir. Donc c'est vraiment l'avantage de la Smart Card, hein, c'est qu'on a cette notion de passwordless. Et donc ça va également impliquer qu'on va grandement supprimer le frein au changement qui est présent aux entreprises, parce que le discours va passer d'avoir un mot de passe qui change toutes les 8 semaines avec des caractères spéciaux à 12 caractères, à un code PIN entre 6 et 8 caractères numériques qui peut faire potentiellement toute la durée de vie de la clé sans que ça ne pose aucun problème de sécurité, parce que le code PIN n'a pas vocation à transiter sur le réseau. Les codes PIN des YubiKey sont simplement là pour venir déverrouiller localement l'accès au certificat pour signer la transaction, donc l'authentification. Et c'est tout. Donc ça ne transite pas. C'est la raison pour laquelle on n'a pas besoin de changer ces codes PIN. Donc l'utilisateur va arriver le matin. Il va vouloir se connecter, donc il va venir brancher sa clé et va venir entrer directement son code PIN pour venir se connecter à sa session, sans avoir à aucun moment besoin d'entrer ni son login, ni son mot de passe. Et de la même manière, on va pouvoir également venir, avec ce même certificat, effectuer une connexion RDP. Tout ce dont on aura besoin éventuellement, et selon la version que vous avez de Windows, installer un petit mini driver qui est le mini driver de Yubico pour s'assurer en fait, d'avoir le plus haut niveau de features possible avec les YubiKey, qui peut être parfois nécessaire, et notamment quand on fait des connexions bureau distant. Donc là, ce que l'on peut directement faire, c'est venir tenter une connexion à RDP vers un serveur, par exemple. Et ce que je vais remarquer très rapidement, c'est que, par défaut, quand je fais une connexion RDP, je dois entrer mon login mot de passe. Mais si j'ai une smart card branchée, et ici c'est le cas, j'ai la liste des certificats disponibles sur ma YubiKey, en l'occurrence ici Alex, et j'ai simplement à venir entrer le code PIN de la YubiKey, encore une fois, qui est le même, pour venir s'authentifier et déverrouiller l'accès physiquement sur la YubiKey pour venir se signer. Et je suis connecté de cette manière-là également à distance sur mon serveur web. Alors, je vais regarder rapidement les questions en parallèle. Yubico s'adosse-t-il à un CMS ou propose-t-il son propre CMS? Alors, Yubico est un constructeur de base. Donc, il a bien sûr développé toute une catégorie d'outils comme le YubiKey Manager pour permettre de venir manager ses YubiKey, bien que ce ne soit pas du tout indispensable sur les postes clients. Mais Yubico n'a pas vocation, n'est pas un développeur de CMS. Et c'est aussi l'idée d'utiliser des standards, que ce soit Secure Channel Protocol ou Smart Card, c'est que vous prenez n'importe quelle solution CMS, comme VersaSec par exemple, qui est un partenaire de Yubico, et bien VersaSec utilise le Secure Channel Protocol pour gérer ses clés distantes et se base également sur le standard du NIST en matière de Smart Card. Et c'est ce qui fait que Yubico est totalement agnostique en termes de vendor. Donc là, je parle de CMS, mais je peux parler des éditeurs VPN, peu importe. Il est totalement agnostique et c'est ce qui fait que vous pouvez prendre n'importe quelle solution CMS du marché. Tout ce que vous avez à regarder, ce sont les spécifications techniques. Et si jamais le CMS sait utiliser les mêmes standards que Yubico, alors vous êtes sûr que la YubiKey et la solution vont parler le même langage et il va y avoir une interopérabilité sans avoir à ajouter de surcouche. Et concernant le renouvellement des certificats quand l'heure est venue,
Alors, il y a deux possibilités, et ça, c'est paramétré en fait dans le GPO. C'est que soit vous faites en sous-marin les renouvellements, donc en fait, vous ne demandez pas à l'utilisateur, donc l'utilisateur ne verra rien, ce qui peut être une solution. Ou alors, vous faites un pop-up, pareil, toujours en forme de certificat, comme pendant le premier enrôlement, pour dire à l'utilisateur, attention, le certificat expiré, veuillez renouveler, c'est-à-dire réinscrire un nouveau certificat, et donc écraser l'ancien. Donc la procédure sera la même que lors du premier enrôlement, par défaut. Donc concernant d'ailleurs les GPO, je vais faire une petite aparté dessus, puisque c'est également la vraie force de la carte à puce. On a plusieurs GPO disponibles qui sont dédiés au smart card, et notamment le fait que, alors, paramètres de sécurité de clé publique, et notamment le fait de pouvoir forcer l'utilisation de la smart card. Donc, c'est ce qui fait en fait qu'ici, lorsque je me suis connecté, j'avais encore la possibilité d'entrer un mot de passe pour venir me connecter. Eh bien, cette fonctionnalité, on peut la supprimer, ce qui fait qu'on sera obligé d'utiliser la carte à puce. On peut le faire, seulement attention bien sûr, parce que si jamais l'utilisateur perd sa clé ou l'égare, ou même l'oublie le temps d'une journée, il faut qu'on ait une méthode alternative rapide pour pouvoir se connecter. Donc si vous supprimez le mot de passe, ce que je recommande, et ce qui serait cohérent en termes de politique, c'est de faire parvenir 2 clés pour chacun des utilisateurs pour qu'ils aient toujours une clé de backup, pour pouvoir se connecter, qui ait l'interruption de service la plus courte possible pour les utilisateurs. Concernant, oui, donc j'ai aussi une question. Pendant que son certificat n'est plus valide, peut-il toujours s'authentifier jusqu'à ce qu'il renouvelle son certificat? C'est une histoire de cache en fait de Microsoft, et ça, c'est indépendant du Bico, c'est-à-dire que par défaut, vous avez un cache Microsoft qui fait que vous n'allez pas faire à chacune de vos authentifications une vérification auprès de l'Active Directory ou bien auprès de la PKI. Et ça implique que si vous avez un cache, par exemple, d'1 mois, eh bien, vous pouvez vous connecter potentiellement pendant 1 mois avec le certificat expiré. Et ça va totalement dépendre de ce que vous avez mis en termes de réserve de cache. Donc voilà, en fait, le mot de passe va se comporter exactement de la même manière qu'avec la smart card à ce niveau-là. C'est le même mécanisme chez Microsoft d'authentification. Donc on va utiliser le même cache. Et concernant les GPO, donc on a d'autres choses qui sont sympas. Donc on a le fait de pouvoir forcer la smart card, et on a également le fait, alors je suis en train de la chercher en parallèle, mais je ne suis pas sûr de la retrouver rapidement. On a également le fait de pouvoir alors j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. De pouvoir réguler le comportement qu'auront les YubiKey lorsqu'elles sont arrachées des postes. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Par exemple, si les utilisateurs ont pris la bonne pratique d'accrocher les YubiKey au porte-clés et qu'ils s'en vont déjeuner le midi, eh bien, la plupart du temps, ils seront forcés de prendre leur porte-clés, donc ils vont arracher la clé. Et pour éviter les comportements comme les sessions qui restent ouvertes, eh bien, on peut paramétrer un comportement qui dit que si jamais la clé est arrachée, on peut paramétrer soit un verrouillage de la session, Windows L, ou alors carrément une déconnexion. Donc, ce sont des fonctionnalités qui sont apportées, que vous aurez seulement avec la partie carte à puce et que vous n'aurez pas avec FIDO2. Donc, ça a également ses avantages de partir sur la carte à puce si on a certaines demandes ou certains besoins un petit peu spécifiques. Cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'équipe Infinigate si vous avez des demandes, si vous êtes un client final ou si vous êtes un partenaire, pour venir tester la solution ou si vous avez des besoins plus spécifiques. N'hésitez pas à venir nous contacter, donc que ce soit moi, Dorian Delorme, à dorian.delorme@infinigate.fr, ou bien Tony Silibrasi, notre BDM consacré à Yubico chez Infinigate également. Voilà. Merci à tous pour avoir suivi ce webinaire, et je vous souhaite une très bonne journée ainsi qu'un bon appétit.